L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Pluie, écoulement, ruisseau, rivière, fleuve, le flux sanguin de la Terre. Sur la surface de notre globe, grâce au Soleil, il s'évapore environ 320 000 km3 d'eau annuellement. De cette quantité, environ 60 000 km3 d'eau retombent sur la surface des continents sous forme de précipitations. C'est maintenant que commence l'aventure d'une goutte d'eau dans son périple tourmenté, traversant des distances considérables pour rejoindre finalement l'océan. Le relief et la composition du sol sur lequel coule toute cette eau caractérisera et délimitera ce qu'on appellera dorénavant les bassins versants. Nous pouvons maintenant nous imaginer chaque bassin versant comme le réseau sanguin du territoire, charriant nutriments et oxygène à sa destination finale et participant à la croissance de la biomasse marine de chaque région. Sur la Côte-Nord, nous sommes privilégiés quant à la quantité et la vigueur des cours d'eau qui drainent notre coin de pays. La Côte-Nord est en effet caractérisée par son sous-sol granitique qui compose en majeure partie la côte, mis à part l'île Anticosti et quelques fragments de roches calcaires que l'on retrouve en Méganie. L'assise géologique de la Côte-Nord origine des mouvements de plaques tectoniques et du volcanisme qui y est associé. Cette roche de granit est imperméable aux infiltrations d'eau qui y circulent et donne naissance à une multitude de ruisseaux et de rivières qui drainent le continent et ont sculpté avec l'aide des périodes glaciaires des vallées de delta caractéristiques de la côte. Les cours d'eau répondent à des cycles annuels et circadiens d'écoulement tantôt vigoureux, tantôt très réservés, et même à peine perceptibles pour certains d'entre eux. Ces périodes de fluctuation de fort écoulement porteront le nom de crues ou périodes d'étiage pour les écoulements à faible débit. Ils seront tous reliés aux variations de précipitations au cours des saisons. Comme on peut voir, la difficulté de progresser sur le territoire de la Côte-Nord elle est vraiment évidente. Pour cette raison, les cours d'eau étaient les voies de pénétration au début de la colonie par les coureurs de bois. Aussi, les peuples autochtones ont toujours voyagé par les cours d'eau. Certains cours d'eau comme ceux-là montent à plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à la ligne des partages des eaux, soit du Labrador ou de la baie d'Hudson. En plus du cours d'eau principal, il y a une multitude de petits cours d'eau qui l'alimentent, ce cours d'eau principal. Donc, tous ces micro-écoulements, même une partie échappe à notre perception parce qu'il coule sous le massif, sous la terre en fait, directement sur le massif granitique. Tout ça fait en sorte qu'on appelle ces segments-là d'écoulement des bassins versants. Donc, en partant des 7 rivières, en passant par la Méganie jusqu'en Basse-Côte-Nord, on compte environ 77 bassins versants d'importance. Donc, on peut voir que la Côte-Nord, on est largement favorisé au niveau, d'une part, des rivières à cause du socle granitique qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol, mais aussi pour leur débit. En effet,
multitude de cours d'eau sont de débit de plusieurs centaines de mètres cubes secondes. D'où l'intérêt de la Société d'État pour l'harnachement de rivière. Chaque bassin versant aura sa propre signature quant à sa forme, la vigueur ou la propriété chimique de l'eau qui s'écoulera. Grâce au triage mécanique qu'engendrent les variations de débit, il se mettra en place des concentrations de roches de même gabarit à des endroits précis. Ainsi, des lieux de ponte pour les œufs des salmonidés se forment et permettent aux eaux riches en oxygène d'aérer les œufs que les poissons auront déposés dans les frayères méticuleusement choisies selon l'espèce. Les limons et sables précipiteront lorsque l'énergie du courant diminuera. Cela sera possible lorsque, pour un même volume d'eau, la surface s'élargit ou encore rencontre une autre force qui neutralise la puissance du courant de la rivière, comme les vagues contraires provenant de la mer. Alors se forment des plages caractéristiques de la côte et propres à chaque bassin versant. Ainsi, les plages siliceuses et dorées de cette île seront fidèles à la composition du territoire drainé au nord, alors qu'en Mingani, les plages noires porteront la signature de l'oxyde de titane qu'on y retrouve au nord. De superbes paysages se révèlent à nos yeux grâce à ce phénomène. Quoi de mieux qu'une légère gelée pour comprendre le phénomène de transport des rivières? En effet, au-delà du débit qui s'exprime en mètres cubes secondes, il y a aussi la section d'écoulement qui influe beaucoup sur la capacité ou non de transport des matières particulières ou des gravelats qu'on retrouve dans les cours d'eau. Alors, on en a un exemple très concret ici. La section d'écoulement principale s'élargit. Or, lorsque la section s'élargit, l'énergie contenue dans le cours d'eau diminue. Donc, les gros cailloux se déposent et les plus petits cailloux vont rouler jusqu'à une section comme ici et se déposer aussi. Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie dans le cours d'eau au niveau du méandre pour prendre en charge les gravelats. C'est pour cette raison qu'on retrouve des lieux de ponte pour les salmonidés, à l'endroit précisément où se déposent ces cailloux. Les matières un peu plus petites, comme les glaises, eux, continuent à être transportés et il se produit une ségrégation naturelle. Donc, on retrouve des cailloux à peu près de même dimension qui viennent colmater le fond du cours d'eau. Et c'est l'endroit choisi par les salmonidés pour déposer leurs œufs parce que, d'une part, les cailloux assez grossiers permettent la libre circulation de l'eau entre les cailloux qui viennent oxygéner les œufs. Et d'autre part, ça favorise aussi leur mode de reproduction. On sait que les femelles chassent les cailloux avec leur queue et déposent les œufs et les mâles passent par la suite déposer leurs semences. Donc, au-delà de ça, en plus, on peut voir que lorsque le cours d'eau s'élargit relativement de façon importante, alors là, il se produit une ségrégation aussi des matières organiques. Donc, les feuilles mortes, les écorces qui ont été broyées dans les chutes des rivières, tout ça qui flotte en surface, est bien capté par ces méandres qui s'élargissent et qui ont tendance à accumuler ce qui flotte en surface. Alors ici, on en a un exemple concret. Les cours d'eau de la Côte-Nord, même très peu minéralisés, dus à la roche coriace, charrissent malgré tout beaucoup de matières nutritives provenant de la production biologique des forêts et des écosystèmes de la Côte-Nord. En effet, les saisons provoquent l'apparition, la croissance, la chute et la mort des feuilles des végétaux. De plus, la production annuelle d'aiguilles de résineux est acheminée partiellement par tout un réseau de capillaires et de ruisseaux et une partie aboutit dans les cours d'eau principales. Ce réseau hydrique est tellement raffiné et complexe qu'il échappe à notre perception pour une bonne partie des écoulements qui se révèlent souterrains. La précipitation percole dans le sol forestier et l'eau se charge en matières organiques telles les tanins, les saponins, les fragments de végétaux.
Le tout colore cette eau d'une couleur cuivrée. Voilà le secret de l'énigme de la coloration des rivières nordiques. L'hiver, cette circulation souterraine est très visible par les glaces qui se forment le long des massifs rocheux et perceptibles de la route. Cette eau n'en est pas moins de très haute qualité pour la consommation et surtout grâce aux multitudes de chutes et cascades qui en font une eau très oxygénée. Chaque chute fragmente les bio et résidus de végétaux, réduisant partiellement cette biomasse en fragments de bois, d'écorce et autres que les organismes marins et des champignons achèveront de recycler dans la grande chaîne de la vie. Lorsque le cours d'eau atteint des zones de plateau de plaine, il s'opère dans des méandres et dépose une partie des apports organiques. Se forment alors des milieux humides. Les rivières sont un maillon important dans le cycle du carbone en favorisant le transport de matières organiques dans le milieu marin. Toute cette matière sera éventuellement consommée par des organismes, entretenant ainsi la biomasse. De plus, elle permet d'entretenir des écosystèmes terrestres en bonne santé, assurant l'avenir de toutes les communautés animales et végétales. L'apport des rivières dans la production alimentaire mondiale est indéniable. Malgré ce fait, ce sont parmi les écosystèmes les plus menacés du monde pour des fins de production d'énergie. Il y a actuellement plus de 55 000 grands barrages dans le monde et des centaines de milliers de barrages nouvellement appelés au fil de l'eau. De vastes complexes et lacs artificiels ont tué les rivières sauvages du monde et menacent le milieu marin de façon très équivoque. La Côte-Nord est une de ces régions où il reste peu de rivières sauvages malgré leur importante contribution. Nous devons maintenant envisager cette importante réflexion sur la préservation des dernières rivières sauvages et de leurs écoservices extrêmement précieux pour l'avenir de notre société des générations suivantes. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.